confins de l'Europe, au nord des côtes de la mer Noire, se dresse une forteresse, emblème de toute une ville, la citadelle de Bender. Nommée par les Ottomans en raison de sa position stratégique, elle domine le fleuve Dniestr, frontière naturelle entre la Moldavie et la majeure partie de l'enclave pro-russe de Transnistrie. La forteresse de Bender est surtout célèbre pour avoir accueilli un invité d'honneur qu'on aurait préféré ne jamais avoir connu. Alexander Bulgakov, chef du département des archives, dépeint l'épopée européenne de Charles XII, roi de Suède au début du XVIIIe siècle. Charles XII était un homme très jeune et extrêmement ambitieux. Au moment du déclenchement de la Grande Guerre du Nord avec la Russie, il ne faisait que débuter son règne. Il avait environ 17-18 ans. Aucun de ses rivaux ne l'a pris au sérieux. Ni le tsar Pierre de Russie, ni le souverain de Pologne Auguste II, ni le roi du Danemark. Il a donc vu cela comme une chance de faire ses preuves, parce qu'il rêvait d'avoir la renommée d'Alexandre le Grand. L'une des batailles de la Grande Guerre du Nord se joue à Poltava, en Ukraine, en juillet 1709. Pour Charles XII, elle est synonyme de débâcle total. Défait par Pierre de Russie, il se retrouve quasiment sans armée, blessé, obligé de fuir. Sur les conseils de son allié, le prince ukrainien Ivan Mazepa, il traverse le Dniestre vers le sud pour rejoindre la fameuse forteresse de Bender, possession d'un autre ennemi de la Russie, le sultan ottoman. Quand Charles XII est arrivé à Bender, il a eu droit à une réception en grande pompe. C'est-à-dire qu'un détachement de janissaires et de cavaliers des steppes s'est avancé depuis la forteresse et l'a accueilli solennellement sur la rive gauche. Le service turc a ensuite ordonné que tout soit fait pour organiser un camp suédois et leur fournir le nécessaire dont ils auraient besoin. Les Ottomans, dans l'intérêt des relations diplomatiques internationales, accueille donc le roi et une partie de ses soldats, mais seulement à l'extérieur de l'enceinte du château. Ce camp s'appelait Nouvelle-Bender. Il était composé des Suédois et des Cosaques d'Ivan Mazepa. C'était un camp de près de 10 000 personnes qui s'est constitué et installé sous les murs de la forteresse. La visite se transforme en séjour. Le roi reste 2 années à ruminer sa vengeance et à tenter de négocier une alliance entre la Suède et l'Empire ottoman contre la Russie de son ennemi juré, Pierre le Grand. Mais surtout, 2 années à vivre aux frais de la princesse, enfin, du sultan. Une première fois, Charles a reçu une invitation en cadeau d'Istanbul de la part du sultan, des chevaux, dont l'un était un cheval qui a été monté par le sultan lui-même, ce qui est considéré comme un très grand honneur en Orient. Les Ottomans ont aussi apporté de l'argent, soit 800 sacs et 500 pièces chacun, laissant poliment sous-entendre qu'il était temps pour lui de quitter Bender et de rembourser ses dettes et de rentrer chez lui. Mais le roi a accepté les cadeaux et a fait semblant de ne pas comprendre l'allusion. Seul effort de la part de Charles XII, en 1711, il déplace son campement un peu plus loin, le long des rives du Dniestre, dans le village de Varnitsa, où il reste 2 années de plus. Comme tout dirigeant, le monarque avait l'obligation de gouverner son État. Et pendant les 4 années, des messagers lui ont apporté des décrets, des ordonnances et des lois depuis Stockholm jusqu'ici. Ce camp situé près du village de Varnitsa a été appelé plus tard Nouvelle-Stockholm, soulignant que le roi dirigeait la Suède depuis l'Empire ottoman. Mais rien n'y fait. Le roi continue de vivre comme un pacha et d'embobiner ses hôtes. Quand Ahmed III s'est rendu compte que Charles XII ne partirait toujours pas, un décret du sultan est arrivé d'Istanbul ordonnant au roi de quitter Bender. Le roi a déclaré qu'il avait d'importantes dettes envers des marchands locaux et qu'il n'avait plus d'argent. Pour la 2e fois, il reçut en cadeau 200 sacs de pièces afin qu'il puisse rembourser ses dettes et quitter la ville une bonne fois pour toutes. Il n'avait plus de raison de rester ici. Et le roi a de nouveau accepté les cadeaux et il a dépensé la majeure partie de cet argent pour soudoyer des fonctionnaires afin de persuader le sultan d'entrer dans sa combine. Les Ottomans décident de déloger Manu Militari, celui qu'on surnomme désormais Demirbaş Charles, Charles le poids mort. Le 1er février 1713 a lieu l'escarmouche de Bender.
Charles XII est fait prisonnier dans le château. Dans la culture orientale, quand un invité est sous protection, il est dit que vous ne pouvez pas utiliser la violence contre lui. Mais le Tchadi, juge en chef d'Istanbul, a édicté une règle unique selon laquelle, si un client abuse de l'hospitalité, cela fait exception. Selon certaines sources, plus de 10 000 soldats turcs et tatars ont donc reçu l'ordre de capturer le roi de Suède, mais avec précaution, afin de ne pas le blesser gravement, pour le conduire là où il aurait dû être déposé sur un navire et renvoyé chez lui. En 1714, Charles XII s'en retourne finalement dans son royaume de Suède, ayant échoué à nouer cette alliance anti-russe. Outre des dettes, le roi aurait rapporté de sa promiscuité avec les Ottomans une recette. Et grâce au janissaire, le roi suédois s'est familiarisé avec la cuisine orientale. Et la recette de petits pains aux choux est maintenant connue en Suède. Plus tard, quand, après la mort de Charles XII, un livre de recettes a été publié, il mentionnait un plat composé de riz et de viande enveloppé dans des feuilles de chou. Et voilà comment des petits farcis savoureux sont devenus célèbres en Suède. Mais Charles XII peut aussi porter le titre de roi de la boulette. Une autre recette rapportée d'Orient est celle des boulettes, devenue l'emblème des restaurants d'un autre roi, portant les couleurs de la Suède, celui du leader du mobilier prêt-à-poser.